Une usine de ciment au cœur de la guerre civile syrienne, une multinationale française prête à tout pour maintenir son activité au point de financer des groupes terroristes, des dirigeants d'un groupe coté au CAC 40 condamnés à plusieurs années de prison ferme. Bienvenue dans l'affaire Lafarge. Lorsqu'en 2007, le groupe Lafarge, producteur de ciment et fleuron de l'industrie française, rachète l'entreprise égyptienne de construction Orascom, la stratégie est claire. Accroître fortement la production de ciment en misant principalement sur les pays dits émergents. C'est le plan Excellence 2008, cher au nouveau président directeur général du groupe, Bruno Lafont. Le plan Excellence 2008 prône donc le développement du groupe dans les pays d'Afrique et les pays du monde arabe, parmi lesquels la Syrie. En 2010, une immense usine de fabrication de ciment sort de terre à Djalabiya, au nord du pays. Une usine à la pointe de la modernité qui a coûté près de 700 millions d'euros. Elle est gérée par une filiale du groupe appelée Lafarge Cement Syria, LCS, dirigée par Bruno Pecheux, un ingénieur qui a fait toute sa carrière dans le groupe. À terme, cette usine doit produire 3 millions de tonnes de béton par an et fournir un tiers du ciment syrien. Mais rien ne va se passer comme prévu. Moins d'un an après son inauguration, dans la droite lignée des printemps arabes, la révolte éclate dans les rues de Deraa, une ville syrienne. Très rapidement, les manifestations gagnent tout le pays. La répression brutale du régime de Bachar el-Assad s'abat, et avec elle, les défections de militaires qui se retournent contre leur régime. L'armée syrienne libre éclot, et la Syrie s'enfonce dans la guerre civile. Dès novembre 2011, les ambassades occidentales conseillent à leurs ressortissants de quitter le territoire. En interne, le groupe Lafarge suit la situation de très près, via un comité de sûreté qui se réunit à Paris tous les mois. Il est mené par le directeur sûreté du groupe, Jean-Claude Veillard. L'une des premières mesures prises est la création du poste de directeur de sécurité de l'usine syrienne. Le 12 septembre 2011, ce poste est octroyé à un certain Jacob Vernès. Monsieur Vernès fait remonter les informations issues du terrain syrien au comité de sûreté du groupe. Ce comité sera donc informé de chaque élément sécuritaire important en Syrie tout au long des années de présence du groupe. Le compte-rendu de ces comités est transmis sous enveloppe cachetée au PDG, Bruno Lafont. Devant les juges, à l'occasion de son procès pour financement du terrorisme qui s'est tenu en novembre et décembre 2025, Bruno Lafont prétend ne pas avoir lu la partie Syrie, mais s'être concentré sur la partie concernant l'entièreté du groupe. Et pour cause. Dès le début 2012, la sécurité des salariés de l'usine se dégrade et chaque élément est notifié au comité de sûreté qui le retrace précisément dans chacun de ses comptes rendus. Le 7 février, kidnapping d'un camion Lafarge et de son conducteur, négociation et paiement d'une rançon, environ 5 000 € pour récupération du camion et de son chargement. Le conducteur aura été détenu toute la journée. Le 22, 2 employés ont été pris dans une attaque alors qu'ils étaient sur un point de contrôle à l'entrée d'Alep. 2 juin, kidnapping d'un camion identifié Lafarge dans la région de Deir el-Zor. 10 juin, point de contrôle sauvage par les FSA entre Membij et Al-Bab, 2 employés impliqués, 6 camions kidnappés. 19 juin, manifestation violente à Membij, menace sur les Alaouites. 6 employés alaouites se sentant menacés rentrent chez eux à Tartous. 22 juin, fermeture de l'axe Alep-Membij à la hauteur de Al-Bab par les forces de sécurité syriennes. 2 employés impliqués ont dû rebrousser chemin vers Alep. 26 juin, point de contrôle sauvage par la FSA sur l'axe Membij-Al-Bad. 2 employés impliqués. 27 juin, le garde de la société de sûreté privée tué à 5 km de Al-Bab. Au regard de la situation sécuritaire, l'entreprise évacue ses salariés expatriés et réduit le nombre d'employés non essentiels. Les dirigeants français de LCS sont affectés dans les capitales arabes voisines, en Égypte ou en Jordanie.
Seuls les Syriens restent sur le terrain. Mais la menace sur eux est permanente. Un ancien employé de l'usine, que nous appellerons Ahmed, se souvient très bien de la méthode utilisée par Lafarge vis-à-vis de ses salariés. It seems that there was like a kind of strikes or people refused to come, and the CEO, Monsieur Bruno Péchaut, was talking to the employees, telling them, if you do not work properly and make troubles for the production, so I cannot produce cement. At the end, I cannot sell the cement. As a result of that, I cannot pay you back. So you as employees, you can decide right now. Either yes or no. You will take the decision. Shall we close the plant or not? It was a shock for everyone. And also for me. I knew Lafarge. I was a contractor with them. This was not the nature of Lafarge SA, Lafarge, the French investor, the multinational company. It was another language, another way of dealing with employees. It was tough. You may see like a scene from movies when you see a gangster has two Doberman, and once this gangster give his dog a sign to catch the victim, so the dog will go and catch the victim. I don't want to insult anybody, but I'm trying to describe the situation. Monsieur Bruno Péchaut had two henchmen. The mission was to put employees under pressure, control them really firmly, to guarantee that all of the entire crew will follow the instructions. Ces deux hommes, dont Ahmed parle, sont les deux directeurs syriens de l'usine, présents sur place et visiblement chargés de maintenir la pression sur les employés. Pourtant, au procès, les dirigeants de Lafarge prétendent avoir maintenu l'activité de l'usine sur demande des salariés syriens, dans un but humanitaire. Nous étions sensibles aux employés, formés pour faire fonctionner l'usine la plus moderne du Moyen-Orient, explique Bruno Péchaut à la barre. On ressentait une obligation, vous savez, quand vous êtes patron sur un bateau et que ça souffle, ce n'est pas le moment de partir. Je me sentais une dette de rester, dit-il. La réalité, c'est que l'entreprise LCS a généré un emprunt de plus de 50 millions de dollars auprès de sa maison mère pour administrer l'usine. Un emprunt qui n'a cessé de se creuser au cours des années syriennes, passant de 50 à 285 millions d'euros en 2014. Partir, c'était perdre cet argent et risquer une dévaluation sévère sur les marchés financiers à la veille d'une fusion avec Holcim, un grand groupe suisse. Alors que les autres multinationales quittent le territoire, Lafarge s'organise donc pour se maintenir. Le 23 septembre 2012, une délégation du groupe se rend à Gaziantep, ville turque à la frontière syrienne. Cette délégation est composée de Jean-Claude Veillard, Jacob Vernès et un certain Firas Tlas. Objectif : rencontrer les représentants des différents groupes armés et fixer le principe des paiements dits de sécurité, une sorte de taxe aux factions armées pour le droit de passage sur les différentes routes qu'ils contrôlent. L'usine de Jalabiya est située à la frontière du territoire kurde, entre Kobané, la ville de Manbij, et Raqqa, qui deviendra rapidement le fief des groupes terroristes, d'abord du Front al-Nosra, puis de Daesh, une zone théâtre de violents affrontements entre les djihadistes et les Kurdes. Par ailleurs, l'usine est située sur l'axe routier entre Raqqa et Alep, très prisé des checkpoints. Devant les magistrats, Jacob Vernès, responsable sécurité de l'usine, expliquera que son rôle, je cite, consistait à maintenir les possibilités de créer des opportunités et augmenter les performances de l'entreprise, la sécurité étant une part intégrante du business. Les liens de l'usine avec les groupes terroristes se formalisent dès novembre 2012. Les choses démarrent précisément avec Ahrar el-Sham et le Jabhat el-Nosra, affiliés à Al-Qaïda, les deux groupes djihadistes les plus puissants du moment. Puis, au fur et à mesure de la montée en puissance du groupe État islamique, des négociations s'engagent directement avec eux afin de permettre le passage des salariés et des camions de ciment. Objectif : continuer le business à tout prix, malgré les exactions commises.
Le 5 août 2013, Bruno Pecheux fait le résumé des paiements de sécurité envoyés à chaque faction à Christian Hérault, directeur général adjoint du groupe Lafarge. Dans ce mail, on peut y lire l'évolution des paiements aux différents groupes armés, parmi lesquels des groupes terroristes. Jusqu'en juillet 2013, on trouve par exemple le peuple de Raqqa, nom donné au Jabhat el-Nosra, pour 325 000 livres syriennes. Ahrar el-Sham reçoit 1 million. À partir d'août 2013, la brigade Ahrar el-Sham prend 2 millions. Puis à partir du 1er octobre, la brigade d'Ahrar el-Sham 5 millions et Daesh 5 millions. Le 27 août, Firas Class se félicite de ces négociations. Cher Bruno, nous négocions avec ISIS et Al-Nusra. J'ai eu des informations selon lesquelles la situation dans l'usine est très bonne. Dieu soit loué. Le 12 septembre 2013, le lien avec ces groupes terroristes est clairement évoqué en comité de sûreté interne. Dans la zone nord, les combats opposent les forces syriennes, les Kurdes, la FSA, les islamistes d'Al-Nusra ou de l'ISIS. Les deux enjeux principaux sont la ville de Raqqa et les points de passage de la frontière turque. Plusieurs occidentaux, journalistes, ONG sont retenus en otage en zone nord. Depuis juillet 2013, les flux logistiques et les mouvements de personnel sont perturbés, voire parfois bloqués par les islamistes Al-Nusra et ISIS. Ces derniers exigent que leur soit versée une taxe afin d'autoriser le passage des camions et des véhicules. Il devient de plus en plus difficile d'opérer sans être amené à négocier directement ou indirectement avec ces réseaux classés terroristes. Toute la hiérarchie de l'entreprise est donc informée du prix à payer pour maintenir l'activité de l'usine syrienne. Courant 2013, Jacob Barnes est remplacé par Ahmad Jaloudi. Dès son arrivée, M. Jaloudi va reprendre sans sourciller la stratégie de Lafarge de négocier avec les groupes terroristes dont les méthodes sont de plus en plus documentées. Chers tous, je pense que la neutralité est une stratégie efficace en ce moment et cela permet à notre usine de rester en dehors du conflit. J'ai l'intention de rencontrer le chef d'ISIS à Manbij pour expliquer notre situation. Nous sommes une entreprise privée qui vend du ciment. Nous sommes neutres. Nous n'avons de relations spéciales avec aucun groupe. Pour Ahmad, cette stratégie de la soi-disant neutralité est un leurre. As a financial actor, like Lafarge or Total, you have to decide to be neutral. And yes, Total decided to be neutral, stopped all relationship with vendors and contractors. And they left Syria. But Lafarge decided to be neutral by doing the opposite, by building a balanced relationship with all parties, with all armed groups. So they were smart, they knew the elements of producing cement, and they decided to keep all parties balanced. Therefore, they used the employees as a part of this neutrality. So Lafarge manipulated all parties, controlled everything. La taxation par l'État islamique mise en place courant 2013 se formalise par une série de négociations qui ont parfois du mal à se répercuter sur le terrain. En novembre, Bruno Pecheux râle, car des camions sont interceptés au checkpoint. Cher Firas, l'accord signé avec Daesh ne marche pas du tout. L'intermédiaire se met donc au travail pour régler la situation. Cher Bruno, les relations avec Daesh sont meilleures maintenant. J'ai déjà payé, mais je ne me sens pas à l'aise. Il faudra trouver une manière pour que vous payiez à ma place. Des transferts de fonds de LCS vers Firas Class seront mis en place, d'abord sous forme de paiement à un prestataire, puis sous couvert d'avance de frais au nom du directeur de LCS et de fausses facturations à des entreprises dubaïotes. Mais en janvier 2014, les routes tenues par l'État islamique ne sont pas toujours sûres et le directeur s'impatiente de l'argent perdu. Cher Firas, merci de faire tous vos efforts pour débloquer la situation à l'est de l'usine. Nous avons vendu 700 tonnes hier, malgré la fermeture de Tel Abyad. À ce niveau des ventes, nous perdons de l'argent tous les jours. Comment, dans ces conditions, peut-on continuer à leur payer si nous n'avons pas de résultats ? On travaille sur ça, Bruno. Les résultats pour toutes les régions sont très bons. Oui, mais moi, je ne vends rien. En avril 2014, le département des finances de l'État islamique autorise la libre circulation des camions Lafarge. Les localités produisent donc des laissez-passer écrits.
En exclusivité, nous vous dévoilons l'un de ces documents ahurissants qui attestent sans aucune ambiguïté des relations de partenariat qui se sont nouées entre Daesh et Lafarge. Sur ce document, à en tête du sceau de l'État islamique, on peut lire « Aux frères du pont de Karakozak, que Dieu vous protège. Merci de laisser passer les employés de Lafarge Cement Syria après le contrôle nécessaire, car ils se sont acquittés de leurs obligations. Que Dieu vous récompense, Abou Abdullah Al-Hamzaoui, le 26 avril 2014. Ce document doit être conservé au point de contrôle. » Près d'un mois plus tard, le 24 mai 2014, un attentat au nom de l'État islamique est perpétré en plein cœur de Bruxelles, en Belgique. Mais peu importe, alors que le 29 juin, la création de l'État islamique est officiellement proclamée, sur le terrain, Lafarge continue ses négociations quotidiennes. ISIS tente d'agir comme un État. Nous sommes en discussion approfondie avec eux afin d'établir une relation saine et d'éviter tout acte offensif s'ils venaient à contrôler toute la zone. Il faut maintenir le principe que nous sommes prêts à partager le gâteau. Pour moi, le gâteau est tout ce qui est un profit après amortissement et avant frais financiers. Le 20 juillet, Bruno Pecheux est remplacé par Frédéric Jolibois, qui va reprendre à son compte la stratégie de Lafarge sans sourciller. Monsieur Pecheux envoie même un mail de transmission très clair sur les paiements faits aux groupes armés. Daesh est désormais le groupe le plus financé par l'entreprise. Voici ci-dessous les détails des frais mensuels de 25,5 millions de livres syriennes que nous avons payés à Firastlas ces derniers mois. Daesh, 10 millions de livres syriennes. Harar al-Sham, 2,5 millions de livres syriennes. Ces mécaniques de paiement, dites de sécurité, ne sont pas les seuls éléments qui permettent à Daesh de s'enrichir. Lafarge va acheter du pétrole, du sable ou encore du pouzzolane nécessaire à la fabrication du ciment à des entreprises qui sont désormais sous contrôle djihadiste. Ces négociations passent principalement par un autre intermédiaire, Amro Taleb. Daesh devenant incontournable dans le maintien du business, Lafarge va même jusqu'à exiger des djihadistes qu'ils arrêtent l'importation du ciment turc, principal concurrent du groupe français. Une mécanique qui met à mal l'argument du racket avancé par les dirigeants au procès. Le 6 août 2014, un accord est de nouveau trouvé. Cher Firas, d'après notre conversation téléphonique aujourd'hui, voici ce que j'ai compris de l'accord avec l'ISIS que j'approuve. ISIS recevra le paiement de 750 livres syriennes par tonne pour les clients tous les 15 jours. ISIS assurera l'activité et la liberté de déplacement des véhicules de nos clients et fournisseurs, ainsi que ceux de nos employés. ISIS arrêtera l'importation du ciment turc. J'espère que cet accord sera signé aujourd'hui et que les ventes reprendront demain. À la barre, Frédéric Jolibois nie pourtant toute implication dans un accord avec des groupes terroristes. « Je n'étais pas informé de l'existence et de la présence de groupes terroristes », prétend-il. Mais l'enchaînement des événements montre plutôt une totale indifférence au caractère terroriste des groupes financés. Quelques jours après cet accord avec Daesh, le 19 août, le journaliste américain James Foley, enlevé en novembre 2012, est décapité. La vidéo de son exécution est diffusée sur Internet. Lors du comité exécutif du groupe, le 27 août, Christian Hérault, directeur général adjoint, informe le PDG Bruno Lafont de la conclusion de ce nouvel accord avec l'État islamique qui leur permet, je cite, de vendre un peu plus cette semaine. Ce à quoi Bruno Lafont lui répond « Il faut s'assurer que ce que nous faisons est risk-free, aussi vis-à-vis des États-Unis ». Le 5 septembre, 327 tonnes de ciment sont distribuées, l'activité commerciale reprend. Mais le 16, Daesh lance une vaste offensive militaire contre les Kurdes et envahit la région. Les salariés abandonnent l'usine le 19 septembre avant sa prise par les djihadistes. Or, malgré tous ces éléments, la multinationale française va longtemps bénéficier d'un soutien très fort, à la fois des services de renseignement, mais aussi de certains politiques. À leur procès, les dirigeants ne vont cesser de clamer que les autorités françaises leur ont demandé de rester, notamment pour fournir des renseignements aux services secrets intérieurs et extérieurs. Il est vrai que depuis le début du conflit, les services secrets français ont un contact privilégié avec Jean-Claude Veillard, qui fait remonter, notamment à la DGSE, des informations sur la situation en Syrie. Alors, quand en juin 2016, le journal Le Monde publie son enquête dévoilant les arrangements de Lafarge avec Daesh,
M. Veillard se justifie auprès des services en arguant d'une tentative de déstabilisation étrangère visant à récupérer l'usine, devenue entre-temps le fief des forces spéciales américaines. Il pointe notamment le cimentier américain Bechtel qui lorgnerait sur l'usine à la veille d'une attaque massive de la coalition internationale contre Daesh. En 2016, dans une note interne classée secret défense, la DGSE soutient donc que ce financement illégal n'existe pas. Le service ne détient aucun renseignement, laissant supposer que dans son récit de cette crise, l'industriel ait manqué de sincérité et ait pu travailler avec l'État islamique, comme le titre Le Monde. Par ailleurs, Lafarge a dès le mois de juillet 2012 fourni au service des points de situation politico-sécuritaire sur la Syrie. Les services secrets intérieurs, la DGSI, recueillaient aussi des informations via l'usine sur des profils de djihadistes français. Interrogé par la magistrate instructeur, un enquêteur de la DGSI prétend que le service n'a pas su pour le financement et qu'il n'a jamais demandé à qui que ce soit de rester sur place. Mon travail n'a consisté qu'à récupérer de l'information pour détecter des individus. Nous n'avons donné aucune consigne. On a fonctionné de manière totalement cynique, c'est vrai. Il faut se rendre compte que c'est un boulot énorme, de fourmi, mais qui est essentiel. On a fonctionné de manière totalement opportuniste, profitant de leur maintien sur place, mais personne ne leur a demandé de rester. De son côté, la mission d'information de l'Assemblée nationale relative aux moyens de Daesh, présidée par le député LR Jean-Frédéric Poisson, conclut étonnamment en juillet 2016 que rien ne permet d'établir que le groupe Lafarge ou ses entités locales ont, je cite, « participé directement ou indirectement, ni même de façon passive, au financement de Daesh ». Une mission d'information bien mal informée. 3 mois après ce rapport, le ministère de l'Économie et des Finances dépose plainte contre Lafarge pour non-respect des sanctions financières internationales. Le 15 novembre, les ONG Sherpa et ECCHR, ainsi que 11 anciens salariés de l'usine, déposent aussi plainte. I put my trust in the French legal system to get justice. They have to face the consequences of financing terrorism. Lafarge, who contributed in destroying my country, Syria. Suite à une enquête interne menée par le cabinet d'avocats Baker et McKenzie, le groupe Lafarge-Holcim lâche ses anciens dirigeants et signe un plaidé coupable avec les autorités américaines, reconnaissant officiellement ce financement de groupes terroristes. Lafarge-Holcim paye 777 millions de dollars d'amende à l'État américain. En France, le procès des dirigeants s'est tenu en novembre et décembre 2025. Il a abouti à la condamnation de l'ensemble des mises en cause, à des peines allant de 18 mois à 7 ans de prison ferme et des centaines de milliers d'euros d'amende pour financement du terrorisme. La plupart des mises en cause ont fait appel. La justice française a estimé que 5,6 millions d'euros émanant du groupe Lafarge ont servi à financer les groupes terroristes Dahar el-Sham, Jabhat el-Nusra et Daesh, et que cet argent a indubitablement servi à l'expansion de ces groupes et à leur capacité à projeter des attentats sur le territoire national. Le jour du délibéré, l'ancien PDG Bruno Lafont et l'ancien DG Christian Hérault ont été immédiatement incarcérés.